Coucou, bonjour à tous. Le premier épisode de ce nouveau podcast qui va parler tech. Donc, développeur par artisan, on va essayer de parler tech de manière un peu sarcastique et décomplexée. Donc aujourd'hui, premier épisode, on va parler du Scrum. Est-ce que le Scrum ne serait pas le pire scam de la tech? Franchement, c'est une question. Et en plus, pour les personnes qui voient un petit peu sur LinkedIn, il y a pas mal de posts et de questions qui sont posées par rapport à ça. Il y a pas mal, je vois pas mal de boîtes qui roll back et qui reviennent sur des méthodes un peu plus traditionnelles. Donc on va discuter, on va débattre de tout ça avec notre invité. Notre invité. Super Yannick, je te laisse te présenter un petit peu. Coucou. Yes, il y a un bonjour à tous, même chose. Pour moi c'est particulièrement intéressant. Moi j'ai commencé en tant que développeur d'ailleurs, voilà. Je suis super content d'intervenir sur cette chaîne dans ce format-là qu'on teste avec Jonathan. Le fait est que voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai commencé en tant que développeur donc en 2007. Et ensuite, j'ai un peu franchi différents échelons en passant par product owner, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. On va en parler. Architecte, chef de projet. Comment? On appelait ça petit chef à l'époque. On appelait ça responsable d'appli, un truc comme ça, responsable d'appli d'appli connexe. Et j'étais longtemps architecte, un peu chef de projet, et au final, là, depuis quelques temps, et ben depuis 5 ans environ, je suis Scrum Master. Mm. Pardon. Donc spécialisé dans l'efficience, on va dire. Donc les processus d'entreprise qui permettent à l'équipe d'être efficiente. Voilà. C'est un peu Globalement, mon parcours un en petit peu. accéléré. J'étais un peu dans toutes les grandes entreprises. Donc déjà toutes les grosses SS2I, enfin les quatre grosses SS2I super connues en France, je les ai faites. Voilà, On peut je dire vais pas non. dire de nom, hein. Ah, Je sais pas si on peut dire les noms. non, ce sera le moment d'un autre podcast où on discutera Ouais, des ouais, ouais, ouais. en France. On va Quand on mettra des notes à toutes les entreprises, faire on fera un classement. C'est où il fait bon vivre et celle où il fait pas bon Non, vivre. ça n'existe pas, quoi. C'est que des marchands de... En disant la vérité. Ouais. Tu m'étonnes. Non, mais c'est normal que ça n'existe pas. Euh, et puis j'ai fait quelques grosses entreprises, alors en mission ou non, du CAC 40 en France. Et le fait est que j'ai appliqué Scrum euh, sur des tailles d'équipe variables. Donc allant de la plus petite à la limite de 5 personnes jusqu'à 250 personnes sur le programme, où j'étais pas tout seul à l'appliquer, hein, mais je l'appliquais sur une partie du programme où au total on était toute équipe confondue, contracteurs, éditeurs, mandataires, 250. Ouais. Mais vraiment, vraiment un beau parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je te connais un petit peu, Merci hein, bien. forcément. Tu as quand même pas mal de personnes sous ton aile. Tu es, on pourrait dire, un staff manager. Tu es responsable de tous les processus d'une très grosse boîte, hein, aujourd'hui en France, les études de marché. Si ce n'est- je crois que c'est la deuxième plus grosse. Je crois pas que c'est la première. Je crois que c'est IFOP la première. Donc, on va pas vraiment dire On le nom. commence à deviner à peu près où Je vais ça se voir situe. mais Mais oui. ouais, non, non, pas n'importe qui. Et donc ouais, t'as beaucoup fait de Scrum, tu l'as appliqué à pas mal d'équipes Mm. de différentes tailles, donc c'est pour ça, je trouve que tu es vraiment la personne adéquate pour discuter de ça dans un premier temps, et puis on va rentrer dans pas mal de petits sujets. C'est vrai, avant de te lancer, je pense que la première question, ce serait tout simplement, bah, pourquoi, pourquoi t'en es arrivé à là? Pourquoi tu as, entre guillemets, distribué Scrum dans toutes ces entreprises et qu'est-ce qui te plaît autant dans cette méthode-là? Mais juste avant, j'ai pas fait un truc tout bête, c'est de me présenter. Et ben moi, c'est Jonathan Bruel. Qui es-tu, Jonathan? C'est ça. Je vais être l'hôte de ce podcast.
Et de manière très simple, je suis un ingénieur qui s'est spécialisé dans la stack C++ et dans les cryptos, dans la blockchain ces derniers temps. Et je suis disponible pour vous former sur la stack C++, pour réduire votre dette technique et tout ce genre de choses. Toutes les news viendront très rapidement. Donc voilà pour être très, très concis. Mais mon but là aujourd'hui, c'est de m'effacer un petit peu et de te laisser un peu la parole, Emric. Et donc, est-ce que tu peux Yes. répondre à cette super Alors, question? bah, juste avant que tu t'effaces, du coup, Ouais, je peux juste placer un dernier truc sur Jonathan. vas-y, Donc, bah, on se connaît bien maintenant, on a travaillé oui. ensemble. Euh, Si vous l'avez comme prof, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Donc, allez-y, hein, parce que j'imagine que les places sont limitées. Il y a pas, c'est pas à l'infini les places pour aller en cours avec toi Ouais, c'est sur des la small plateforme. groups, c'est vraiment des tout petits groupes généralement qu'on fait entre 4 et 6 personnes. Donc on va voir ça pour la prochaine session. On va voir Donc ça. allez-y, hein. Allez-y, attendez pas, vraiment, vraiment. Il faut avoir sa place. Tu mets le lien dans quelque part, j'imagine, dans la description de la vidéo, je suppose. Ok, vas-y. Écoute, Maintenant, toi, c'était tout sur Jonathan. Maintenant, c'est tout sur moi. un moment publicitaire, on va arrêter. Mais du coup, pourquoi le Scrum? Déjà, faudrait expliquer quand Ouais. même. Qu'est-ce que le Scrum? Qu'est-ce que le Scrum? Ah, ça c'est super intéressant. Qu'est-ce que Scrum et pourquoi c'est apparu? C'est vrai ça. Mm. Euh, En fait, déjà un petit peu de marqueur historique, on va dire. C'est assez jeune comme principe, on va dire. C'est aller au pire du pire, ça va être fin des années 80, on va dire. Bon, on va placer plutôt ça dans les années 90. Le fait est que sur le principe, on avait un fonctionnement dans les entreprises à ces époques-là, très en comment dire, très en hiérarchie, on va dire avec une hiérarchie J'aime et une pas, personne. on fait comme un peu pour livrer. Moi, Oui, je définis un peu mais comme mais en fait, ouais, c'est ça. Le principe, c'était que il y a un peu une structure comme à l'armée, entre guillemets, l'entreprise assez proche de l'armée, avec sur une équipe, on a une tête qui décide de la stratégie de l'équipe et en fait qui va donner les instructions. Et l'équipe se débrouille pour livrer une marche de valeur, ça. Mm. on va l'appeler comme ça, euh, et sur un temps qui est pas forcément défini. C'est-à-dire que un peu comme dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a une vague idée de quand ça peut être fourni, mais bon, bah, avec les aléas, il peut y avoir du retard, etc. Et en fait, c'est accepté à ce moment-là. On livre comme tu disais, on livre un peu comme on peut, mais Et moi, j'ai envie de te relancer tout de suite là par rapport on a la construction qui est définie et on sait ce qu'on veut avoir à la fin. Ouais, Donc en gros, ce qu'on veut avoir, c'est le truc fixe et on se débrouille pour atteindre la date. C'est-à-dire d'avoir livré tout ce truc fixe à la date qu'on s'est plus ou moins fixée à l'échéance. Et puis si on a du retard, bah on a du retard. Et ça arrive, voilà. c'est ça. Globalement, on appelait ça le cycle en V pour les personnes qui le font Ouais. en gros. C'est que du coup, en gros, pour synthétiser, on a un cahier des charges. Donc, on définit ce qu'on veut faire. On prend énormément de temps à faire cette chose-là, à le définir, à savoir exactement là où on va. On prend un temps de développement qui va être généralement plus faible que le Scrum pour réaliser. Après, on passe sur une phase de test et puis de livraison. Et on va faire ce cycle-là au fur et à mesure, alors que le Scrum, lui, est différent. On va passer moins de temps sur la conception, on va vraiment être sur une méthode qu'on va appeler itérative. Alors ouais. Du coup, effectivement, déjà sur ce principe-là, effectivement, on passait énormément de temps sur un cahier des charges, on passait énormément de temps à écrire des spécifications, etc. Pour définir cette chose, cette boule fixe, hein, ce que j'ai appelé tout à l'heure, pour avoir à la fin. Et, euh, et, et s- en lien avec des gens qui font pas le même métier, qui essaient de se parler. Et à la fin, on va dire que on a rédigé quelque chose. Les gens
valident, ils sont impatients de démarrer, donc on démarre. Et le fait est que on passe beaucoup de temps après à réaliser ce qui est dans ce cahier des charges, à réaliser ce qu'on s'est défini dans les spécifications. Il n'y a pas de bonne. Et c'était très très courant qu'à la fin, au bout de 3 mois, 6 mois, même un an de travail acharné à s'arracher les cheveux, d'ailleurs c'est pour ça que moi j'en ai plus, c'est qu'on se dise, alors, est-ce que cette chose fixe qu'on a mis du temps à réaliser, est-ce que vous êtes content? Et c'est très souvent que qu'on avait des alignements. Ah mais non mais on s'est pas compris. Moi c'était pas Ouais, vous avez compris que c'était comme ça, mais moi je voyais autre chose. Ah bah oui mais non nous on vous a pas compris. Et il y avait beaucoup de désaccords, enfin pas de désaccords, mais on va dire, sur la conception, sur la visualisation dans notre cerveau de ce que ça allait être. Évidemment qu'on avait, que les acteurs avaient pas tous la même image. mm, Hein, on a cette blague un peu, j'utilise souvent cette image, on a un peu cette blague de la balançoire, et puis on a voilà, ce que l'équipe commerciale a vendu, ce que l'équipe marketing a imaginé, ce que le chef de projet ouais, avait dans sa tête, ce que l'équipe de réalisation avait conçu, ce que le client souhaitait. ouais, Et à la fin, on a l'ultime image il y en a pas deux, il y a pas deux images qui sont identiques déjà. Et à la fin, on a l'ultime image de ce dont le client avait réellement besoin. Et c'est encore une image complètement différente de toutes les autres. Et ça, c'était vraiment le statut qui était courant à ces époques-là, dans les années 90-2000. mm, Au bout d'un an, personne n'était content. Personne ouais, était les gens étaient globalement contents, j'exagère. Mais personne n'était ultra aligné sur l'image de cette marche de valeur qu'on ajoutait au bout de 6 mois, au bout d'un an. Et c'est normal, c'est normal. Parce que du coup, on n'a pas deux cerveaux qui sont ouais. fonctionnels pareil. Donc c'est logique, surtout sur des échelles de temps d'un an, que, que, que les images s'éloignent, s'écartent. Totalement. Mais c'est vrai que ça peut être ce mode de travail, c'est peut-être aussi un point qu'on devra un petit peu éclairer un petit peu plus tard dans cette discussion, mais est-ce qu'elle serait pas adaptée pour différents types d'entreprises? Typiquement, les entreprises qui Ouais. sont extrêmement structurées, où ils ont de l'expérience de cette méthode de travail et savent exactement où ils vont, et comparé à des toutes petites structures où là, bah, très vite, tu vas créer de la valeur et cette valeur-là, bah, va être, malheureusement, elle va être perdue et ça peut être intéressant de voir selon la structure, est-ce que cette méthode Scrum est vraiment adaptée dans tous les cas? Mais alors ça, c'est très très intéressant parce que Ouais, c'est génial que tu dis ça parce qu'en fait, tout ce dont on parle là, c'est sur le papier. ouais, C'est-à-dire que sur le papier, comment Scrum ou l'agilité en général résout cette chose-là. C'est-à-dire qu'on se dit, eh ben, on va passer moins de temps sur les pareil, mais on change spécifications. les noms dessus. Voilà. Non, mais on se dit, on va passer moins de temps sur les spécifications, on va passer moins de temps à décrire cette boule, puisque cette boule, de toute façon, elle est multimorphe, elle va changer d'apparence sur les 6 mois ou sur l'année qui va venir, elle va changer d'apparence. Donc on se dit, allez, on se donne deux, trois éléments pour cadrer le lancement des travaux Ouais, et on démarre les travaux et on va à intervalles réguliers, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on va se retrouver tous ensemble et on va se dire voilà, nous on a compris que c'était dans telle direction, est-ce que vous avez compris pareil? Et du coup c'est la raison d'être de l'agilité et de Scrum en particulier, c'est que on va se voir souvent. On va se voir souvent et les donneurs d'ordre et ceux qui ont le besoin de cette marche de valeur vont être impliqués très 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 souvent pour permettre de corriger le tir à intervalles réguliers. Donc ça c'est vraiment sur le papier, le truc le plus chiant de Scrum, et c'est pour ça que je ne supporte pas. c'est le truc le plus chiant et Et il va c'est le falloir principe de base pour dire eh ben si on veut qu'à la fin on soit tous un petit peu plus nos 12 images elles soient tous un toutes un petit peu proches les unes des autres. Ouais,
le plus proche possible, on va faire comme ça. Comme ça, on va se renseigner les uns les autres dès que, ah, j'avais pas compris ça, d'accord. Ah oui, bah, donc, du coup, effectivement, s'il faut corriger le tir, bah, j'ai 2 semaines maximum d'avancer à annuler et à retravailler, au lieu de 6 mois ou un an même à retravailler ce que je viens de livrer. Donc, donc ça, c'est l'intérêt principal. Le deuxième intérêt, c'est que le pouvoir décisionnel n'est plus, dans l'idée, n'est plus tant centralisé entre les mains d'un seul homme. Je m'explique, c'est-à-dire que Ah, tu t'avances beaucoup quand même là, parce que je suis pas si non, non, d'accord. je parle du sur le papier. Je dis sur le papier. Après, on parlera du, Voilà, des on réalités. parlera de comment ça se passe en Voilà, réalité. le cycle en Mais V, sur le papier, c'est de faire participer le développeur qui est l'acteur ouais. qui apporte réellement la valeur. La valeur concrète, c'est le développeur qui l'apporte, on va dire. Et après, les autres sont plus ou moins au service de son activité. Euh, le développeur ou les développeurs avec ses camarades, ensemble avec ses collègues, ils vont pouvoir avoir une part de décision en disant, pour les 3 prochaines semaines là, moi je peux vous dire que je peux vous faire ça. Voilà. Et déjà, c'est un premier alignement dans l'image où potentiellement un chef de projet va dire ah bah moi que j'avais compris qu'on en aurait plus ou dans l'autre sens aussi, hein, j'avais compris qu'on en aurait moins. Donc super, cette opinion que tu as m'intéresse. Et c'est une opinion qui n'est pas générale. C'est une opinion qui est vraiment circonstanciée. C'est-à-dire que un développeur va pouvoir dire, bah, dans 3 semaines, je suis capable de vous faire ça, mais ça va dépendre avec qui je travaille, et ça va dépendre du Vous matériel que avez beaucoup j'ai. de par jour à cause du Scrum. Exactement. Si on m'impose tant de réunions, On va en parler. si on m'impose une matinée de réunion tous les jours, bah, Exactement. je Hein? peux vous dire que si je peux bosser que l'après-midi, je peux vous dire que dans 3 semaines, je vais vous faire ça. Et selon moi, sur le papier, c'est du win-win. C'est du win-win parce que l'équipe est capable de dire une, une, une quantité d'efforts raisonnable sur une courte période. Donc, ce qui améliore déjà grandement le fonctionnement. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bah, sur un an, on est capable d'avoir ça, je vous le dis que vous le faites. Alors que là, l'équipe va dire, ok, nous, on peut participer à la décision, entre guillemets, Ouais. de dire sur 3 semaines, et puis toutes les 3 semaines, je peux dire, voilà, ce que je vais faire. Ça, c'est le premier win. Deuxième win, c'est que, bah, du coup, du côté du demandeur, c'est-à-dire du client ou du mandataire, et côté même du management Ouais. dans l'entreprise du développeur et de ses collègues, eux, ils vont avoir une, une, une quantité de valeur ajoutée sur laquelle on peut raisonnablement faire confiance, puisque c'est l'équipe qui le dit. D'accord. Eux Exactement. aussi ont leur expérience, ils peuvent effectivement faire aussi profiter de leur propre expérience en tant que manager et aussi en tant que des postes qu'ils ont occupés avant, si c'est pertinent. Mais voilà. L'idée, c'est que sur le principe, c'est du win-win et en principe, c'est la, l'évolution, on va dire, Ouais. c'est la step au-dessus. Parce qu'on était déjà assez content de comment ça fonctionnait dans le passé. Mais ça, on va dire, c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante dans la fiabilisation d'une livraison. Et en gros, l'idée, et je pense que je place le dernier point de la théorie, l'aspect théorique de l'agilité, c'est que ce qui est fixe, ça devient euh, euh, le coût. Mm. Donc, c'est-à-dire les personnes qu'on va mettre le produit, sur le projet, sur le programme, et le temps, puisque du coup, la date, on la fera plus reculer. On, on se dit, bah voilà, c'est cette date-là. Et par contre, ce qui va varier, et ce qui va varier toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, c'est
c'est le périmètre. Voilà, le scope, ce qu'on appelle le scope, c'est le périmètre de ce qui va être apporté. C'est ça qui varie. Parce que, en fonction des aléas, l'équipe de réalisation, les développeurs, euh, vont pouvoir dire, bah, la situation a un peu changé depuis 3 semaines. À la date qui arrive, au vu des aléas, on, C'est ça. on aura cette boule qui sera rétrécie. Ou au contraire, qui sera peut-être, on pourra sans doute faire plus que ce qui était prévu. Et comment on arrive à faire plus? C'est qu'avant de démarrer, on s'est défini des tâches non essentielles, entre guillemets, les tâches non essentielles. Pas les gens non essentiels cette fois, des tâches non essentielles. Oh, faut qu'on en parle de ça aussi dans Scrum, On hein. a- Je on pense en que parlera, pour mais l'entrepreneur, et encore, hein. ah ouais, mais là il faut charcler, mais oui, mais on en parlera. Des tâches non essentielles qui sont que si on est particulièrement bon, meilleur que que ce qu'on s'était dit, on exécutera ces tâches-là non essentielles, ce qui nous permet d'avoir plus que prévu. Oui, parce que c'est le côté un petit peu de Scrum que moi j'ai jamais vraiment compris, hein. C'est-à-dire qu'on va définir la force d'une équipe par rapport à un nombre de points, et puis après, toutes les 3 semaines, on va passer des heures et des heures et des heures en réunion pour dire on va faire pendant ce laps de temps ces tâches-là qui valent tant de points, et puis en fin de compte, bah en fait, ça n'a pas tant d'importance que ça, parce que si on n'y arrive pas, bah tant pis, ça sera déplacé après au sprint suivant, et si on y arrive, bah, on va pouvoir récupérer d'autres points. Donc, Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans la mise en pratique, donc en fait, on ouais, a expliqué la théorie, et maintenant on aborde tranquillement la mise en pratique. Donc comment on fait euh, le lundi, par exemple, quand on rentre dans la période de 3 semaines ou ok, deux donc semaines? réunion numéro 1 sur 660 de la semaine. La première Première de la semaine. Mhm. d'une série de réunions. Alors, c'est une série de réunions qui a pour but de placer le cadre de l'agilité et à l'intérieur duquel on peut trouver des libertés. Alors, vraiment, de toute façon, la liberté n'est possible que dans un cadre. Donc le cadre, il faut le définir au départ. Et dans l'agilité, le cadre, il se définit par un certain nombre de réunions qui se reproduisent toutes toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, enfin toutes les périodes de temps de réalignement qu'on s'est prédéfini. Bon, la première de ces réunions qui constituent le cadre de l'agilité, c'est cette réunion où on se planifie les tâches pour les 3 semaines à venir. Et comment on se les planifie? Comment on sait euh, euh, Début de sprint pour les 3 prochaines semaines, des fois 2 ou 4, ça dépend pour les entreprises. Là, on va dire, on sait à peu près que notre équipe a telle force, donc, estimée par un nombre de points. Puis là, on prend toutes les voilà. tâches qui sont plus ou moins importantes sur notre backlog, et puis on va attribuer des points si c'est pas fait, et puis si c'est fait, bah, on va tout On, simplement dire, ah, voilà, on utilise j'ai un 50 points dans mon équipe, ouais, on vas-y. utilise un système de points avec des formules qui sont partagées, donc avec d'après des grandes méthodes de l'agilité. Donc on a le livre Scrum de Claude Aubry qui décrit ça Les très bien. méthodes d'agile. On a la méthodologie SAFe, SAFE, qui est du Scrum à l'échelle plus plus avec des équipes au-delà de 50 personnes, qui décrivent comment on constitue, comment on détermine la puissance d'une équipe, la capacité d'une équipe en nombre de points. Mm. Et ces nombres de points vont être utilisés pour estimer chaque tâche. Donc après, en suivant une certaine suite mathématique, hein, qui nous vient de Fibonacci, en suivant une certaine suite de mathématiques, on va pouvoir dire On va pouvoir estimer, cette estimer. tâche est facile, moyenne ou complexe, et je lui attribue, si c'est facile, j'attribue 1 ou 2 points. Si c'est une tâche moyenne, ça va être 3 ou 5 points, et si c'est complexe, ça sera 8, 13. Et si C'est on pas- a une capacité d'équipe qui est à 50 au départ, parce que tu disais 50 tout à l'heure pour l'exemple, bah je sais que je vais pouvoir prendre tant de tâches à 13, tant de tâches à 2, tant de tâches à 3.
En Déjà, gros, moi, voilà comment ça se de, passe. de mettre en valeur des choses voilà, qui piquent dans le Scrum, tu vois, au niveau de cette gestion, donc au niveau des points. C'est premier, le super dev, là, tu vois, le bon dev de qualité qui se dit, ah, moi, je veux rien glander, je vais prendre ma tâche, je vais dire que c'est un 10 ou un 13 et puis, en Ouais, réalité, ça peut se faire en 2 3 jours. Puis même l'autre ouais, ouais. cas où, en fin de compte, parce qu'il faut le dire quand même, on a toujours cette habitude de dire que un point égale une journée. Donc, dans nos têtes, on va se dire, ce ticket, c'est pour telle personne. Bon, bah, vu que c'est pour lui, il pense le faire allez, en quelques jours. Donc, on va dire, c'est quelques points. Alors qu'en réalité, normalement, contredis-moi si j'ai tort, mais le nombre de points, c'est censé être un effort par rapport à une complexité d'une équipe et non pas un ticket pour une personne par rapport à comment lui, il l'estime par rapport au nombre de jours. Mais ça, c'est la réalité. C'est très très vrai. C'est très très vrai. Et là, on commence à toucher les premiers problèmes de la mise en pratique dans la vie réelle. Mm. Et c'est ultra intéressant. Après, parce qu'on a de l'humain du coup en face. Là, on touche à de l'humain, potentiellement à des biais cognitifs, des choses comme ça. Donc, effectivement, la méthodologie, elle s'applique à dire, eh ben, c'est une quantité de points pour une tâche donnée qui est, euh, qui est, on va dire, liée à, qui est liée à le travail d'une équipe en entier, pas le travail d'une seule personne. Et donc, dans la pratique, souvent en entreprise, on dit, bah, moi, j'ai des tâches, il y a qu'une seule personne de mon équipe qui peut les faire. Personne d'autre. Et il peut pas travailler avec quelqu'un. Ouais. Donc ça devient ce que tu décrivais. C'est Et un premier écart. Euh, tu peux t'occuper de, de ta fille, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Une petite Alors, je pause. vous présente ma fille, puisqu'effectivement, elle s'est fait remarquer. Hop, hop, hop. Coucou. Non. Bah, c'est toi, hein. C'est toi qui as voulu. Donc, c'est ma dernière, celle-là. Elle est magnifique. Je l'adore. Évidemment. Euh, euh, Et du coup, oui, donc dans la vie, effectivement, concrètement, on commence à avoir, on a des situations où ça frotte un peu, puisque sur le principe, on doit avoir des tâches que on va dire n'importe quel profil de l'équipe est capable de prendre, expérimenté ou non. ouais, Et dans certaines entreprises, il y a des tâches qui sont liées à un profil très précis qu'on n'a pas en plusieurs exemplaires dans une équipe. Enfin, pas forcément moi, au début. c'est vraiment un vrai gros problème parce que pour moi, si c'est le cas, il faudrait toujours forcer à prendre un autre dev à travailler sur cette tâche-là avec quelque chose qui soit. Faudrait doubler Mais en toutes fait, les c'est ouais, fonctions. ça s'appelle le peer programming et c'est super parce que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un leader dans l'équipe qui maîtrise la tâche, qui va prendre quelqu'un qui est un peu plus faible et puis bah, cette personne-là va suivre la réalisation de cette tâche-là. Alors ça pose un problème et c'est pour ça que le product owner il voudra jamais. C'est que du coup, tu prends 2 ressources pour une tâche. Ça devrait être Alors, parce que c'est super pour la progression de l'équipe et on est censé dire que un nombre de points, c'est censé être pour l'équipe. Et en réalité, j'ai parlé des devs qui ont ce calcul un peu pas top par rapport au nombre de points et ils se l'attribuent à eux. Mais les product owners font pareil. Ils font pareil. Ils ont un nombre de ressources. Ils calculent par rapport à qui est absent, quel est son niveau. Et alors, ça devrait pas marcher comme ça. c'est très très vrai, c'est très intéressant, c'est très très vrai. C'est-à-dire que le product owner, on pourrait, quand on t'entend comme ça, et ce que tu as dit est vrai, hein, on pourrait imaginer que c'est un peu le chef de projet, le Et product owner, c'est de carrément l'équipe l'idée. qui travaille Ça sur l'est son pas projet. en théorie. Sur le papier, ça l'est pas. Mais en réalité, c'est Sur le papier, ça allait pas. il y a Sur le tout. papier, le product owner, on va dire qu'effectivement, il sera pas forcément d'accord pour avoir deux ressources sur la même tâche, mais parce que lui, c'est pas qu'il pense en termes de ressources, c'est que lui, il pense en termes de comment je peux faire ajouter des marges de valeur à mon produit rapidement. Ou Et le alors, fait est que ça sera moins rapide pour que son produit évolue. tout simplement pour pas me faire engueuler derrière par mon plus 1 et parce que je dois vite livrer, vite livrer, vite livrer. Ouais.
Le fait est que le product owner, en fait, pour contextualiser un peu son rôle, lui, il doit penser la stratégie de son produit. Lui est vraiment très orienté produit, et donc dans les boîtes de tech, si c'est un logiciel, son produit est un logiciel, donc lui, il a toujours un coup d'avance, trois coups d'avance sur ok, le futur de mon logiciel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va acquérir en termes de possibilités et qu'est-ce qu'il va fournir comme prochains avantages futurs aux utilisateurs de mon logiciel. Donc lui, c'est vraiment ça. Et il est drivé que par ça, en principe. C'est son objectif dans la vie, c'est ça, c'est de penser à ça. Et après, l'équipe. Ou alors, clore tous ses objectifs pour avoir sa prime de fin d'année. Parce qu'en Non fin de mais compte, alors, il faut être alors après constructif voilà, il deux y a, il points. y a, il y a aussi les Les objectifs internes à l'entreprise, donc d'une entreprise à l'autre. On va avoir des systèmes de primes, des entretiens annuels, des entretiens individuels, etc. Comment on appelle ça? Des entretiens de performance. Bref, des choses qui après viennent un peu en parallèle, en addition de son objectif de vie qui est son produit. Et voilà, c'est des choses où on assiste, où il peut y avoir des conflits de temps en temps entre les deux. Mais sur la méthodologie, son travail, c'est de prioriser les activités les prochaines activités qui vont ajouter des choses à son produit Mm. ou qui vont corriger des choses qui fonctionnent pas bien. Et ensuite, on a l'équipe qui donc corrige ou apporte des nouvelles choses. Donc à l'intérieur duquel il y a majoritairement des développeurs. Et après, on a le Scrum Master. Donc le Scrum Master, lui, si je dois résumer en une phrase, Ouais. parce que j'ai réfléchi, je me dis, il faut que je résume le truc en une phrase pour Sauveur Jonathan. ou imposteur? Alors, à vous de juger. Si je dois, je vous donne ma définition. Si je dois définir son activité en une phrase, c'est que lui, il gère de manière positive la tension entre les demandes du product owner et les possibilités de l'équipe. Et c'est à partir de cette tension et de son outcome positif Mm. que qu'on peut travailler sur l'efficacité, l'efficience d'une équipe pour que le produit acquiert dans le bon ordre, suivant les priorités imposées par le product owner et dans un timing dans un timing pas raisonnable, mais dans un timing sur lequel on peut avoir confiance. Mm. Parce qu'en fait, le truc, Il est celle de si- construire si- des parties le en truc prioritaire, c'est la confiance au final. C'est énormément de choses de cette méthodologie tiennent sur la confiance. Et donc, si on essaie d'appliquer cette méthodologie dans un univers où il n'y a pas de confiance. confiance, c'est très compliqué. Est-ce C'est que très c'est très compliqué. Et pas je l'ai vu, hein. euh, C'est très très compliqué. toutes les entreprises en France? Parce que faut pas oublier que le modèle salarial, c'est en fin de compte, c'est un contrat de travail en échange des nombres d'heures contre un salaire. Et il faut pas oublier que la majorité des personnes qui sont sous ce format-là, bah, en fin de compte, font leur travail et puis après, bah, ils rentrent chez eux et ils sont pas vraiment engagés, involved dans l'entreprise et chacun se bat pour à peu près son bout de pain et encore s'ils ont envie de se battre, s'ils sont pas juste vraiment dans la réalisation pure euh, sans, sans aller au-delà. Oui, on constate ces choses, toutes ces choses on constate au quotidien, il y a des gens mais pas seulement dans la tech, hein, des gens qui sont pas forcément, plus forcément fiers de ce qu'ils produisent, qui doutent et qui deviennent un peu cyniques, Mm. qui deviennent un peu et aïe, attention.
Voilà, si tu veux, moi, j'ai connu professionnellement Scrum. Euh, Pourquoi je me suis plongé là-dedans? Moi, j'ai connu Scrum, c'était en 2014-2015, fin 2014, début 2015, et j'avais été impressionné par le truc. C'est vraiment, mais on était petite équipe, 5-6. J'étais pas du tout Scrum Master. Et découpage de tâches, utilisation de petits papiers. Donc en plus, euh, vraiment visualisation des tâches, quoi. Visualisation de passage d'une tâche, de la conception, Ouais. les prérequis, avant de la démarrer, le démarrage de la tâche, puis la fin. Et de voir l'équipe, chaque personne, s'auto-gérer, s'auto-motiver pour décrocher une tâche visuellement, ce petit papier, se l'attribuer, et se dire, bah tiens, demain je fais ça. J'ai trouvé ça ultra impressionnant et c'était une des premières fois, en 2014, hein, Mm. c'est une des premières fois où je voyais qu'on n'infantilisait pas les gens. Ah bah, On n'infantilisait pas les développeurs. bah écoute, là, moi j'ai envie de rentrer dans ce sujet-là maintenant, parce que je ne Ouais. suis absolument pas d'accord, je trouve que c'est même le contraire. Ah, avec ce système de post-it et de tickets, Débat. Ouais. exactement, en fait, ce qu'on fait, bah, en fait, c'est qu'on limite comme jamais, comme pas possible le développeur. Ce qui se passe, en fait, c'est que le développeur... Tu veux qu'on fasse une petite pause? Non, 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 Ça va. Les non, développeurs vas-y, sont je suis instruits. intéressé par ce que tu dis en plus. Bah oui, oui. Mais en manière générale, donc en V ou alors en mode entre guillemets, on fait comme on peut pour livrer. Ce qui va se passer, c'est que le développeur, des fois, va faire une tâche qui va être demandée par un product owner, par un plus un, bref, un besoin de l'entreprise. Puis des fois, il va se dire, ah bon bah là, j'ai besoin un peu de réduire tes techniques là. Ah oui, il y avait ça que j'avais oublié de faire. Bref, il va faire des choses annexes qui apportent pas forcément de valeur ajoutée tout de suite ou qui va pas forcément répondre à un besoin direct, mais c'est des choses qui sont dans un quotidien tout simplement d'un dev. Et bah avec ce système de tickets, déjà c'est super fort, parce que du coup, on interdit ou on empêche les devs de faire autre chose que ce qui est prévu et voulu par le product owner, parce que du coup, s'il a besoin de passer une ou deux journées pour rafistoler quelques petits trucs qu'il avait fait un petit peu à l'arrache ou quoi que ce soit qui a envie de faire quelque chose, eh ben il peut pas, parce qu'il faut qu'il ait un ticket, il faut qu'il ait la permission. Ça, définitivement, enfin, ça te dit vraiment, toi, Dev, bah, tu vas faire ce que je veux, tu feras rien d'autre de plus, et t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et je trouve que ça, vraiment, ça enfatise vraiment le développeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte vraiment pas avec le Scrum. Ouais. Oui, alors, ça, tout ce que tu décris, c'est un problème. C'est un problème. Et je sais que ça arrive. De toute façon, on l'a constaté quand on travaille ensemble. Euh, c'est, pour le coup, je, je, moi, je souhaite pas qu'on applique une méthodologie agile, que ce soit Scrum ou autre. Mm. Voilà, on parle de Scrum, mais de manière dogmatique. C'est vrai qu'on pourrait parler un peu de Euh, Kanban après. Ça peut Comment? être intéressant, on pourrait parler un petit peu de Kanban après. Ouais, on pourrait. Mais ce que je veux dire, c'est, je me méfie de ce qui est dogmatique. Euh, Après, on a des écarts de conception et des écarts dans l'application d'une entreprise à l'autre, et c'est normal. C'est, on peut pas appliquer l'exacte même méthodologie dans une entreprise et dans une autre. C'est normal, même d'une entreprise à l'autre, d'un produit à l'autre, à l'intérieur de la même entreprise. C'est normal parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est très circonstancié. Et des personnes, c'est humain, vont être tentés, s'ils sont product owners ou même dans d'autres rôles, de, de, d'appliquer des principes sur lesquels ils sont très très à l'aise et sur lesquels et donc vont donner une marge de manœuvre minimale aux développeurs, vont essayer de borner un peu tout ça. Et si on a des personnes
qui ont mal compris le principe de l'agilité ou qu'on leur a mal expliqué. Je désigne je désigne personne ou aucun côté. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement l'expliquer correctement. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et des fois, sous couvert de mesures d'efficience, on va créer au contraire des antipatterns. Donc anti-pattern, le terme désigne en fait une tâche qui se veut améliorer l'organisation du travail et qui en fait alourdit L'ordi et surtout, c'est un système de de manière inutile. Ouais. suivi. C'est Et en ça. fait, c'est un peu ce que tu désignes aujourd'hui, c'est-à-dire que souvent Scrum est appliqué de manière à être un anti-pattern, Ouais. alors que sur le papier, ça se veut quelque chose qui nous aide, qui nous Ouais. rend plus efficaces. Parce au fin de compte, moi, ce que je dis souvent, c'est que Scrum, c'est un outil qui est incroyable, qui est idéal pour les managers, pour les personnes qui ont du poids dans l'entreprise. Mais par contre, pour les personnes, entre guillemets, d'en bas, les développeurs, c'est le pire truc au monde. Parce qu'ils vont être contraints, ils vont avoir une liberté, ils seront suivis vraiment avec une précision parfois très désagréable. Mais par contre, pour les managers, c'est incroyable. Ils ont plein de stats, ils savent très bien quelle est la performance des équipes, de chaque personne, de voir les états étiquetés, de comment ça avance. Donc c'est incroyable. Ça donne Ouais, et euh, c'est un peu un déchirement, c'est un peu un déchirement d'effectivement de voir que c'est parfois vécu comme ça. Parce que personnellement, j'ai pas du tout cette image dans ma tête. Je souhaite que Scrum aide les développeurs, particulièrement les développeurs. Alors ça aide les managers parce que comme je le disais, ils peuvent au moins avoir une vision sur laquelle ils peuvent bâtir un discours après vers le haut potentiellement ou avoir confiance sur ce qui va être obtenu au bout d'une certaine période. Et moi j'aimerais particulièrement que ça aide. Enfin, je pense que ça devrait, c'est possible, que ça aide le développeur, dans le sens où, s'il fait une tâche qui n'était pas prévue, au moins on la voit et on peut le dire, bah, lui, il a particulièrement fait plus que ce qui était initialement prévu, parce qu'on le voit là, cette tâche a été réalisée à telle date, et donc ça veut dire qu'il performe. Et on a l'impression qu'il produit peu, et en fait on se rend compte, en ayant créé un ticket chaque fois qu'il faisait quelque chose de non prévu, qu'il jamais, performe. parce qu'on est censé penser en équipe. On n'est jamais censé penser à la personne en théorie. Oui, oui, mais même si t'es tout seul et que tu fais quelque chose, ah, zut, il y a ce blocage et je suis obligé de mettre en place un prérequis ou un enabler technique, je vais me créer un ticket à la volée. Parce que je précise qu'effectivement, le jeu, c'est que ce soit aussi pas une seule personne qui crée les petits papiers sur les tâches. C'est que tout le monde puisse avoir la possibilité de le créer et de dire bah attendez, moi hier j'ai passé 4 heures à mettre à mettre au point une plateforme qui me permette de programmer correctement tel chantier. Ah oui, mais c'est ça, avoir un ticket, c'est aussi... Je vous l'ai écrit quoi, je vous l'ai écrit que j'ai fait ça quoi. Ah oui, mais non, mais c'est avant. C'est avant le sprint. Il faut se dire, ah bon, bah, une personne vient Non d'arriver, non on va non créer un ticket, onboarding, telle personne. Ah mais bien sûr que si, ça marche comme ça. non mais tu peux le faire en cours de période aussi. En disant, bah tiens, ça c'était pas prévu, j'ai pris sur moi de le faire. Bah les copains, je vous dis que j'ai fait un ticket où j'ai fait une tâche qui était pas prévue. Tu l'imposes, tu obliges, mais en théorie, t'es pas censé le faire. Tu es censé uniquement prendre ce qu'il y a sur le board. Puis après, bon, il y a toujours des cas Oui, particuliers. mais c'est pas dogmatique, hein, comme je disais. Il faut essayer de sentir aussi qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec l'activité de mon équipe. C'est-à-dire que il faut prendre les bons principes de l'agilité et les tordre l'activité de mon équipe pour qu'elle serve au mieux l'activité de mon équipe. Non, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi, hein. Je dis beaucoup de mal de Scrum, mais en réalité, effectivement, c'est quand même un très bon outil aussi pour les devs, même si ça a énormément de défauts. Et c'est effectivement, c'est super pour les Là managers. où,
là où dans la mise en application, on va avoir effectivement des managers qui vont avoir besoin Après, qui ça vont va, avoir hein. besoin de, À leur place, moi, je serais aux anges, moi, ce serait super. Je les ouais, comprends totalement, et qui, oui, oui, non mais c'est ça, mais aussi après qui vont vouloir pousser plus loin en disant ah voilà comment je fais pour traduire en chiffres l'efficacité que hein. j'ai obtenue avec Scrum. Et ça c'est très délicat. Ça c'est très délicat. C'est des questions qu'on me pose très très souvent. Et à chaque question, j'affine de plus en plus le discours et la possibilité de le faire. Mais effectivement, il y a toujours cette question qui revient très souvent. Comment je quantifie l'efficacité que j'ai obtenue grâce à Scrum? Donc, c'est ça. Et là, c'est pareil. Là, il y a pas de Bible. Il n'y a pas une source qui va te dire, eh bien, si tu veux mesurer l'efficacité de ton équipe, eh ben, tu mets cette mesure en place, cette mesure, et terminé. Non, il y a des outils qui sont en place. On peut compter le nombre de points, par exemple, qu'a réalisé une équipe sur une période, et sur 3 périodes de suite, les comparer, voir si ça, quelle est la tendance. Ouais. Et après, au-delà de ça, moi, ce que je préconise, après les autres mesures qu'on peut faire sur ces points doivent être restées à l'intérieur, doivent être maintenues à l'intérieur de l'équipe et pas partagées à l'extérieur, pour que ça soit de l'amélioration continue, mais de l'auto-amélioration continue, la réflexion intérieure. Et ensuite, après, bah, le juge de paix, c'est la satisfaction de l'utilisateur. Mm. C'est ensuite, c'est un questionnaire auprès de l'utilisateur. Voilà, et au cours du temps, tu peux voir l'évolution de son avis. Disons, bah tiens, en décembre, sur telle question, il n'était pas trop heureux, l'utilisateur. Bah là, en mars, on voit que ça commence à changer et il répond un peu plus positivement. Et puis là, en juillet, il est super content. Mm. Et Le Scrum, c'est l'autre ça, tendance. l'équipe, c'est incroyable. mais, mais après, c'est ça. C'est comme tout. C'est souvent de l'humain qui est défaillant. Donc, c'est-à-dire que sur le papier, moi Ouais. j'y crois à mort sur le papier, et j'y crois à mort, et j'ai expliqué pourquoi j'y croyais. Et c'est après c'est la mise en application qui est vraiment c'est de la rocket science, hein. C'est c'est la mise en application, ne pas être dogmatique, être ferme avec le management sans être intransigeant, ne pas provoquer un rejet des processus agiles. C'est un peu toute une science. C'est un peu toute une science vraiment je n'oblifie absolument pas l'activité. C'est c'est euh, mon but, c'est vraiment pas de l'imposer. C'est vraiment de se dire, bah travaillons un peu dessus. On n'a pas tout exploré. C'est possible, c'est possible. Je suis encore convaincu que c'est possible que les développeurs s'y retrouvent, que les managers s'y retrouvent, que le client s'y retrouve. C'est un peu tout ça. Et le product owner ni le scrum master, en principe, hein, sur Ouais. le papier, n'est le chef de l'équipe de réalisation. C'est un peu chacun qui se partage. Donc le scrum master, il est chargé un peu de l'efficience, et le product owner, il est chargé de dire ce dont le produit a besoin. Et il dit ce dont le produit a besoin parce il est en relation avec ses utilisateurs, les utilisateurs de son logiciel. C'est ça. Et je redis, le Scrum Master n'a pas de levier hiérarchique sur l'équipe. C'est-à-dire qu'il doit tout obtenir par la conviction. C'est fort. C'est quand même fort d'avoir ça en entreprise. J'entends souvent des discours, je pense que ça va te faire réagir. J'entends souvent des discours, ouais, l'entreprise, c'est pas une démocratie, l'entreprise, c'est une Ah bah non. dictature. On entend souvent ça, n'est-ce pas? Bah oui. Euh, mais, mais pour moi, l'entreprise, c'est une petite société.
Société, pas société au sens compagnie, mais société au sens euh, société humaine. Ouais, Ouais, communauté, ouais. société, village, village, Oui, quartier, ville. C'est une petite société. Donc, et au début, la société humaine, bah oui, c'était des dictatures, oui, c'était des monarchies, oui, c'était. euh, et pour moi, la prochaine étape, c'est plus de démocratie. Mais il y a pas beaucoup de gens qui y croient. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que je suis pas ultra d'accord avec le fait que oui, vraiment la démocratie est compatible avec la... l'entreprise c'est une dictature. Bah, ok, avec Scrum, on en est peut-être un peu plus rendu sur une monarchie participative. Parce qu'encore une fois, ça Avec le reste... peuple qui peut un peu voter des trucs, qui peut un peu décider. Ouais, cette tâche, non, c'est pas un 3 c'est un 5 Enfin, en gros, le message derrière, c'est cette tâche, c'est pas si simple que ce que tu penses. Je t'explique pourquoi. C'est une tâche de complexité un peu plus élevée. Bon, voilà, on a quand même toujours un côté un peu monarchique, mais on peut mettre en place de la participation et voilà. On en est rendu, on n'en est pas à la démocratie, c'est pas pour demain, Ouais, mais pour moi non, il y a une participation, il y a effectivement. de l'idée, il y a de l'idée, voilà, il y a de l'idée vers quelque chose de plus, voilà. C'est quand même intéressant la comparaison que tu prends, parce que Ouais, bon, le peuple est le décideur. Quand même, hein. mais c'est toujours ça. Il y a les gens qui apportent la vraie valeur concrète Oui, mais et en et théorie, qu'est-ce que dit le et t'as les Scrum? gens qui visualisent, qui essaient d'avoir trois coups d'avance sur le futur, qui essaie de gouverner, c'est prévoir, de toute manière. Hein. Mm. Gouverner, c'est prévoir. Donc du coup, tu vas toujours avoir des gens qu'on va pousser à dire, bah tiens, toi, t'es un peu plus malin que les autres pour prévoir les... Alors vas-y, essaye de prévoir. Et puis nous, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter de la valeur. Nous, on apporte la valeur. Et c'est pour ça que je dis qu'une entreprise, c'est une petite société. Enfin, je le compare comme ça. Mm. Parce que c'est vrai aussi en politique. Ouais, t'as raison, hein. Nice. J'avais noté un petit point, moi, qui m'intéresse énormément, c'est le mot de sprint. Ouais, Sprint, tu fais beaucoup de sport, on fait beaucoup de sport souvent ensemble. ouais. Sprint, c'est un moment très court et très intense. Comment ça se fait que tous les 2, 3 ou 4 semaines, ça dépend des entreprises, disons 3 semaines, comment ça se fait que on doit aller en sprint toutes les 3 semaines, sans pause, en manière cyclique? Est-ce que c'est vraiment des sprints? Parce qu'en fin de compte, c'est un marathon en fait, qu'on nous demande. Ah ah, ça c'est très très bien vu. C'est très très bien vu comme question. Oui oui en fait donc bah du coup tous ces termes de effectivement mêlée, sprint. Donc la mêlée pour décrire c'est un des événements du cadre de Ah, l'agilité qui est que chaque jour on se retrouve un peu tous pendant un quart d'heure, ouais, 20 minutes sur le papier. Chaque personne doit parler pendant 2 minutes en disant voilà qu'est-ce qui s'est bien passé hier, quels étaient les obstacles, les défis que j'ai rencontrés et qu'est-ce que je m'engage à faire aujourd'hui. Et donc ça c'est une mêlée. Le sprint c'est le nom qu'on accorde effectivement à la période où on fait des réalignements avec le demandeur, celui qui exprime le besoin sur le programme ou sur le produit. Il y a d'autres termes comme ça qui viennent du sport. Et effectivement, ça vient du rugby. C'est-à-dire que euh, et du les, coup, euh, les fondateurs de ouais, l'agilité prenaient cette métaphore très régulièrement pour décrire l'activité. Et c'est vrai que du coup, l'idée, c'est vraiment ça, l'idée derrière, ce que j'ai compris avec le temps, et ce que je continue de comprendre, c'est que plutôt que de voir le marathon qui est demandé, qui fait un peu peur. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, le résultat, c'est par rapport à la méthode d'avant qu'on a décrite au début de la vidéo, on a toujours la même période de temps sur laquelle on travaille. Hein. C'est toujours du travail sur 1 an, sur 2 ans, etc., ou sur 6 mois. Mais plutôt que de voir le marathon qui est demandé, on voit les petites,
on se concentre sur les petites marches, sur les petits cailloux. Plutôt que de voir la montagne, on voit les petits cailloux. Plutôt que de voir le marathon qui est demandé, on va voir les petites périodes euh, de course à pied, qui vont constituer tout le gros marathon au final. Et ça participe à la motivation. Si vous voulez, y a rien de tel pour démotiver quelqu'un que de lui dire, bah voilà, avec ton maillet, tu dois casser la montagne qui est là. Et au contraire, pour le motiver, on va lui dire, commence par ce petit caillou-là. Puis une C'est fois que tu vrai. as fait ce petit caillou, tu fais le petit caillou derrière. Et en fait, on va découper en petites marches et l'escalier semblera moins difficile à gravir. Mm. C'est vrai que moi, ça me dérange pas forcément d'avoir une montagne de travail à réaliser, mais en réalité, c'est vrai que c'est plus motivant d'avoir des objectifs intermédiaires, de voir qu'à chaque fois, c'est faisable. Et c'est ce que je fais de toute façon, même moi maintenant, c'est vrai qu'au quotidien, c'est cette notion d'itérer, de quand on se compte faire quelque chose, c'est comme avec ce podcast, par exemple, c'est de commencer petit, c'est de commencer simple, et puis, bah, tout doucement, on itère, on ajoute ça, on corrige ça, on fait mieux cette chose. Et on arrive tout doucement à avoir quelque chose de bien. Mais si on s'enferme dès le début et on va à notre objectif final tout de suite, on va la tête dans le mur parce qu'on va développer une quantité d'efforts et une durée d'énergie monstrueuse pour en fin de compte livrer quelque chose pour lequel on ne sait même pas si ça va marcher. Donc commencer petit, Mm. voir si ça prend un petit peu la mouche et puis après bah on itère et puis on ajoute de l'énergie au fur et à mesure par rapport à la réponse de l'utilisateur, du public. Et c'est vrai que c'est une philosophie de Scrum pour le coup que même moi j'utilise pour le coup au quotidien. Donc je suis totalement d'accord et mais encore plus quand on travaille avec des personnes un peu moins expérimentées, c'est vrai qu'avoir la capacité de splitter vraiment dans un projet, dans la réalisation d'un développement en plein de petites étapes, c'est super, c'est nécessaire, c'est C'est vraiment. ça. Et après, donc les dysfonctionnements éventuels, c'est toujours pareil, c'est de l'humain, c'est des gens qui essayent un peu de plaquer des vieux principes sur ça en disant, voilà, il faut aller à fond tout le temps, et, il faut le faire en intelligence, il faut se dire, c'est normal d'avoir des périodes où on est très très à fond et au contraire, il faut se ménager des périodes où on est moins à fond. Il faut que ça reste variable. Il y a un côté, si vous faites l'agilité à moitié, ça marchera pas. Il faut se le dire. Même, Ah, alors là, moi j'ai envie d'enchaîner sur un autre point. C'est en fin de compte, est-ce que toutes les boîtes font pas le Scrum, l'agilité à leur façon? Est-ce qu'en fin de compte, ils ne prennent pas non que mais ce c'est qui bien ça. arrange? C'est bien Et ça de le faire à sa façon, le biais qu'on rencontre souvent, et ça c'est vraiment un biais cognitif, et c'est pas toujours volontaire, parce que c'est pas facile de faire simple. ah non. C'est pas facile de faire simple. Et souvent on fait compliqué par facilité. Euh, c'est que les entreprises et de l'humain dans l'entreprise vont appliquer des choses avec lesquelles ils sont particulièrement à l'aise, en mélangeant des principes de l'agilité avec des vieux principes de management vertical parce que ça rassure, parce que c'est plus facile. Et c'est ce qui est un peu, enfin ce que j'ai compris avec le temps aussi, c'est que ce qui est un peu euh, ce qui est un peu difficile à appréhender, Hmm. c'est que l'agilité, si tu le mélanges avec des vieux principes, ça capote très très vite. Il faut arriver à se dire, euh, je, Je prends tout à cœur. Ouais, et puis, j'adopte à mais 100%, c'est difficile parce que déjà, mais c'est difficile. est-ce que c'est pas un des points chez l'humain qui est le plus difficile, c'est de changer ses habitudes? Parce Bien que sûr. quel que soit le niveau, que ce soit au quotidien, dans la tech ou quoi que ce soit, quand on a une habitude et qu'on a une façon de faire pour accepter le changement et accepter de renoncer à quelque chose qui est important pour nous pour faire autre chose, c'est super difficile. Et la peur de l'échec. La Mais peur bien de sûr. l'échec est très, 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 très implantée en entreprise parce qu'elle est très, très ancrée en nous, dans l'humain. Ouais.
Bien sûr. Donc c'est ça aussi. Il faut se donner le temps aussi de dire, d'appréhender, de se dire, ok, je travaille sur mes démons intérieurs, et ça, c'est un démon qu'on a tous. Tout le monde a ce démon de l'échec, ne veut surtout pas échouer. Euh, il faut essayer de se dire, je développe un nouveau rapport par rapport à l'échec. Et ça, c'est ouf. C'est dur, hein. Ça, c'est ouf. C'est dur. C'est dur. C'est l'une des choses les plus dures, les défis les plus grands de l'être humain, pour moi. C'est un peu de se dire, bah, même si j'ai des petites périodes de 3 semaines, le contexte général, j'ai mon marathon, j'ai mon marathon à 1 an, à 2 ans que j'ai en tête, mais pour autant, il faut être prêt à l'abandonner. Ouais, Parce que tout le principe de l'agilité, c'est de devenir de plus en plus empirique et de moins en moins planificateur, finalement. Et c'est ça le vrai truc, c'est vraiment d'instaurer une attitude où je me dis, j'ai mon cadre, j'ai mes grands points en tête, mais je suis prêt à les abandonner en fonction de ce qui se passe au cours du temps, en fonction des événements qui surviennent et que de toute façon, euh, je n'avais pas prévu et que je ne pouvais pas prévoir. Il y a des événements qu'on peut prévoir, mais il y aura toujours des événements qui étaient impossibles à prévoir. Ou moins des événements qu'on n'a pas prévus. On aura toujours des événements qu'on n'a pas prévus. mm, La personne la plus contrôle fric qui existe au monde aura toujours au moins au moins quelques événements qu'elle a pas pu évidemment. qu'elle a pas pu prévoir à l'avance. Ouais. Eh ben écoute, sur ce petit point-là, ça va faire une bonne heure. Je vais te Ouais, c'est proposer vrai. simplement, bah écoute, qu'on s'arrête là et qu'on laisse tous les autres sujets qu'on aura sur le Scrum ou sur d'autres points. Comme les S2I, les ESN aujourd'hui, ça peut être intéressant qu'on prenne le temps d'en discuter parce que j'en ai gros sur la patate, hein, comme tout le monde en fin de compte, hein. Mais bon, quand on est jeune et quand on débute, on est bien content d'avoir les S2I qui engagent les juniors juniors. Mais Oui, oui, bien sûr. Et après, oui, c'est ça. C'est vraiment c'est ces nouvelles interactions avec avec justement les sociétés qui prêtent des gens, ouais. aux entreprises et tout ça, effectivement, rend le fonctionnement difficile et de plus en plus difficile. Mm. Et bien sur ce, écoute, Emeric, je te remercie pour ton temps. C'était Bah plutôt de sympa. rien, avec plaisir. Ouais. J'espère que tu as apprécié aussi. Pour moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Yes, Et yes, j'ai puis, apprécié de fou. on se reparle très vite. Ça marche. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée à tous.